Bienvenue dans cette vidéo présentée par Que vivent nos relations TV, qui sera aussi sur le site être-humain.net. Le thème de ce jour, c'est les couples, pourquoi les couples ne durent pas. On a tendance à dire pourquoi l'amour ne dure pas, ou à affirmer que l'amour ne dure pas. On fait déjà un premier amalgame entre la relation, le couple, et l'amour. Donc déjà, allez voir, j'ai fait des vidéos sur l'amour. L'amour c'est une chose, il faudrait savoir si c'est un sentiment ou si c'est la relation, parce que dans chaque cas, on obtient des raisonnements, des décisions, et des vécus très différents. Donc en tout cas, une chose est sûre, ce sont les couples qui ne durent pas forcément l'amour. L'amour peut éventuellement durer après, ça dépend de ce qu'on appelle amour. Donc, par contre, c'est un fait que il est très fréquent d'observer un espace de schéma culturel d'une intensité au départ des relations qui diminue et qui aboutit soit à des relations avec des motivations qui ont été détournées ou très différentes, que l'on peut souhaiter vivre ou pas, soit justement la fin de la relation. Donc je voulais simplement, alors évidemment les raisons de ça sont multiples, on ne peut pas dire qu'il y a une raison à ce phénomène, mais ce que moi je voulais aborder dans cette vidéo, c'est, je pense, la raison principale. En tout cas, voilà, l'axe que moi je vais utiliser, c'est l'axe psychologique. Qu'est-ce qui, dans la psychologie relationnelle, va conduire à cette chose qui monte et qui descend. Pour moi, le plus important, c'est comment ça commence en fait. C'est-à-dire que si l'engagement, si la motivation qui fonde la relation, elle est d'une certaine manière, il y a des manières qui ne peuvent que monter et tomber comme un soufflet, et il y a des manières qui peuvent produire un résultat différent. Le coup du soufflet qui monte et qui descend, déjà, on voit bien, c'est très relié au vécu émotionnel. Les émotions, c'est comme ça que ça marche, ça monte et ça descend. C'est pas stable les émotions. Donc si je base mon vécu relationnel, mes choix relationnels sur uniquement mes émotions, et donc si je ne sais pas distinguer mes émotions de par exemple la capacité d'aimer, vous trouverez des vidéos là-dessus, hein, cherchez. Si je fais cet amalgame, déjà c'est sûr que je ne vais pas être bien clair avec mes décisions, avec ce que je vis et avec pourquoi je m'engage. Donc pourquoi je parle de vécu émotionnel? Donc voilà, je ne vais pas le distinguer là, hein, je suis désolé, je l'ai vraiment fait dans diverses vidéos, notamment il y en a une sur la distinction entre les émotions et l'ouverture de conscience. J'ai appelé ça l'ouverture de conscience. Il y a des vidéos aussi sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Donc allez voir ces vidéos-là pour plus de précision sur ce dont je viens de parler. Mais là, ce que je voulais évoquer, c'est le fait que si je fonde une relation sur un manque affectif c'est quoi? C'est simplement que dans mon enfance, il s'est passé une chose, où il s'est passé un vécu, une ambiance relativement toxique, ou en tout cas relativement non satisfaisante du point de vue de mes besoins d'enfant. Si j'ai vécu ça dans mon enfance, il est possible, c'est pas une obligation, mais il est possible que j'ai cristallisé mon attention sur l'illusion d'un manque. C'est-à-dire que je peux imaginer, à cause de ce que j'ai vécu dans mon enfance et à cause de ma manière de l'avoir interprété, que j'ai un manque. Il y a quelque chose en moi qui doit être comblé. C'est toujours une illusion dans mon expérience, mais l'illusion elle est tenace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me conçois comme ça, que je me pense comme ça, je vais me vivre comme ça. Si vraiment j'ai interprété que je manque de quelque chose, je vais me vivre dans le manque. Et donc je vais être en mode un petit peu drogué, je dois avoir cherché ma dose pour ne pas être en manque. Donc là on ne parle pas d'une drogue sous forme de produit, mais on parle de drogue affective et on parle de manque affectif et donc de dépendance affective. Donc il y a des degrés de cette dépendance et de ce manque évidemment très variés, des intensités très variées selon les personnes, mais le schéma, la mécanique de base, c'est si j'ai ce manque affectif et que je fonde mes relations en cherchant à combler ce manque, là, inévitablement, il va y avoir le phénomène du soufflet. Alors, je vais décrire un peu plus précisément pourquoi. Parce que ce sont les émotions qui vont... comment je peux dire?
qui vont être déclenchées par rapport à ce manque affectif. En clair, si à un moment donné, j'imagine, parce que c'est toujours une imagination, c'est toujours une interprétation assez décalée, vue au filtre de mon manque, hein. Si j'imagine que quelqu'un vient combler ce manque, c'est-à-dire qu'il vient m'apporter ce dont j'ai besoin, alors globalement on dit qu'on a besoin d'amour, mais pour chacun ça va être très précis. Pour certains c'est ce qui manque, il manque surtout de sécurité selon ce qui leur est arrivé dans leur enfance. D'autres vont plutôt manquer de reconnaissance, ou de valorisation, ou de justice, ou d'être inclus dans des choses, ils ont été rejetés, ils ont été exclus, etc. Ou d'être reconnus dans ce qu'ils sont, peut-être physiquement, ou dans ce qu'ils sont, peut-être intellectuellement, ou dans leur qualité, etc. Donc c'est assez vaste le champ d'être aimé en fait, hein. Donc chacun va là-dedans trouver des composantes de manque particulières. Et quand j'ai ce manque et que je suis dans l'illusion, j'imagine que quelqu'un vient combler ça, ça va déclencher des émotions très positives. C'est très positif de se sentir comblé. Surtout si pour moi, ça va représenter de me sentir aimé, de me sentir en sécurité, ou de me sentir reconnu, ou de me sentir important, etc., etc. Ce sont des émotions, ce n'est pas une réalité. Je peux très bien me sentir en sécurité en m'engageant dans une relation avec un manipulateur excessif qui fait qu'en fait je suis en insécurité maximale dans les faits. Mais moi je vais me sentir en sécurité. Donc attention, ce que je sens ne correspond pas toujours, et même je vais oser dire rarement, à ce qui est. C'est d'autant plus important de faire la différence entre mes 5 sens qui m'informent de ce qui est et mes émotions qui ne m'informent pas de ce qui est mais qui m'informent de ce que je ressens et en l'occurrence de mes manques. C'est-à-dire que quand la personne va faire ce dont j'ai besoin, je vais me sentir bien. Tellement bien, je vais croire que c'est ça, être amoureux. On appelle ça être amoureux. J'ai des émotions positives en fait, simplement. Et si jamais la même personne fait quelque chose qui ne me satisfait pas, ben là je vais être activé dans mon manque, ou dans ma peur, si c'est un manque de sécurité, dans mon rejet, enfin dans ma blessure. Donc souvent, c'est ce vécu-là, ce vécu émotionnel, donc plutôt positif à la base, qui va motiver les personnes à s'engager dans une relation de couple, quelle que soit après la nature du couple. Et ça, c'est un problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'engager quand on se sent bien avec quelqu'un, mais c'est très très largement insuffisant. Et des fois, c'est plutôt un signe qu'il ne faut pas s'engager. Parce que c'est souvent un signe qu'on va répéter un schéma d'enfance. Allez voir la vidéo sur les schémas répétitifs ou sur la dépendance affective. Donc, l'idée, c'est imaginer quelqu'un qui est entier. Je vais faire cette ligne-là. Dans cet endroit, je suis entier. Donc vous comprenez bien que quand je suis entier, quand je suis complet en tant qu'être, femme ou homme, il n'y a personne qui peut me combler. Ou il n'y a personne qui peut me sécuriser. On est sécurisé que si on a une peur de fond. Et on se sent comblé que si on a un manque. Mais si je suis entier, ce vécu-là n'est pas possible. Donc je suis ici. C'est le vécu souhaitable de l'être humain. D'être entier, d'être accompli. Voilà. Normalement, dans la fin d'une enfance qui s'est passée au mieux, c'est cet état-là dans lequel je me trouve entier. Mais si ça n'est pas le cas, si je suis donc dans l'illusion d'un manque, donc je suis en manque affectif, et donc en général je suis un dépendant affectif, je ne suis pas ici, je suis ici. Mon vécu, mon ressenti, mon état, je suis là. Quand je suis là, c'est pas facile pour moi d'être face à moi-même, me retrouver seul. Donc les soirées sont difficiles, ou le réveil est difficile. C'est-à-dire qu'il y a cette angoisse, ce manque qui est plus ou moins présent, dont je m'échappe plus ou moins adroitement, mais on s'y habitue beaucoup à ce manque-là. C'est pourtant un indicateur clair qu'il y a un grave problème, qu'il faudrait le dépasser. Mais souvent on ne le règle pas, ou plutôt on le règle comment? En trouvant un amoureux, ou une amoureuse. Donc là, voilà, ça y est, je me retrouve ici. Je me retrouve en haut grâce à l'autre. Et je suis entier dans mon illusion grâce à l'autre. Et le différentiel qu'il y a entre ce vécu qui était quand même assez lourd, même si peut-être il était un peu inconscient, et ce vécu-là où c'est trop bien, voilà, je suis comblé, je suis entier, j'ai plein d'émotions positives, surtout si l'autre fait vraiment tout ce que je veux et me comble ou me sécurise. Donc ce différentiel, c'est ça qu'on va appeler être amoureux. C'est que je viens de passer d'un truc désagréable à un truc très agréable. Voilà, ça, évidemment, j'ai envie de rester là.
Évidemment, j'ai pas envie de revenir là. Donc évidemment, j'ai pas envie de tous ces trucs qu'on appelle être seul. Alors que d'une certaine manière, vous êtes toujours seul. Ou d'une autre manière, vous n'êtes jamais seul, puisque vous êtes sur une planète, il y a 7 milliards d'humains. Donc en tant qu'être, vous êtes seul. Sur le plan relationnel, c'est impossible d'être seul. Mais toutes les autres considérations sont des décalages vis-à-vis du fait. Donc voilà ce différentiel. C'est ça qu'on appelle être amoureux. Et c'est ça qui est le soufflet qui monte, qui monte, qui monte. Alors ça va durer un certain temps en fonction de plein de critères. Mais au fur et à mesure que je m'éloigne du point où j'ai grimpé virtuellement, grâce à un autre, et pas par complétude intérieure, donc où je suis monté virtuellement là, au fur et à mesure que je m'éloigne, il n'y a plus trop le différentiel, il n'y a plus trop le décalage. Si c'était avant-hier, ou même il y a un mois que j'étais tout seul, pas bien, et que là maintenant je suis bien parce que j'ai trouvé quelqu'un, je vais vraiment me sentir bien d'être là, et je vais être heureux d'être là. Mais bon, au bout de combien de temps, je ne sais pas, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 3 ans, il n'y a plus le différentiel. Je me suis un peu habitué à être là, et surtout, l'autre, il se révèle dans sa réalité, et pas seulement en tant que personne qui me comble ou qui me sécurise. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que ça redescend. Et on revient à là où, en fait, on vient à l'endroit qu'on n'a jamais quitté, mais qu'on n'a quitté que par illusion émotionnelle, et on revient à l'endroit où on était au départ. Et peut-être même d'autant plus gravement que cette fois, on fait un différentiel opposé, c'est-à-dire on part d'un bien qu'on a connu, à ce vécu qu'on a cherché à quitter, qui nous fait tant souffrir. Donc voilà ce qui est le soi-disant amour qui ne dure pas, et en tout cas ce qui est, à mon avis, la raison principale qui font que les couples ne durent pas, parce que le fondement de la plupart des couples n'est que émotionnel. Et les gens ne sont ensemble que pour se sentir bien. Et se sentir bien, c'est forcément éphémère. Donc l'alternative, c'est quoi? Alors, elle est vaste, l'alternative, il n'y en a pas qu'une. C'est ça qui est un phénomène unique, assez primitif, c'est pas péjoratif primitif, hein. C'est juste que c'est vraiment la base de ce qu'un humain peut faire avec ses émotions. Voilà, il peut faire le fait d'aller chercher à l'extérieur, d'être comblé. Mais ça, c'est la seule chose unique c'est le prêt-à-porter relationnel. Voilà. En dehors de ce prêt-à-porter relationnel, c'est là où il y a une diversité gigantesque. Donc je ne vais pas pouvoir parler de la diversité, mais la seule chose que je peux en dire, c'est que l'alternative, c'est de fonder une relation, non pas sur le fait de se sentir bien, non pas sur le moi, mais sur un projet. C'est quoi le projet? Une relation, c'est 1 + 1 = 3, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes, et c'est mieux qu'elles soient le plus épanouies possible. On ne va pas chercher la pureté d'indépendance maximale, mais le plus indépendant et épanoui possible, et ces 2 personnes vont créer un espace. Il va y avoir quelque chose, et il y a quelque chose qui est à faire dans cet espace. À chaque fois que dans la nature, 2 éléments se rencontrent, ça fait une 3e chose. Mettez de la terre et de l'eau, ça fait de la boue. Mettez du jaune et du bleu, ça fait du vert. Mettez de la pluie et du soleil, ça fait un arc-en-ciel. C'est la nature que cette logique de 1 + 1 = 3. Il y a toujours les 2 composantes qui créent autre chose. Donc dans le couple affectif, il n'y a pas de 3e composante. C'est le 1/2 + 1/2 = 1. Donc, ou 3/4 + 1/4 = 1, etc. Quand c'est 1 + 1, il faut qu'il y ait un 3. Il faut qu'il y ait quelque chose. Alors même ça peut être plusieurs choses, mais c'est important que la relation soit un projet en soi, qui soit un projet associatif, professionnel, créatif, etc. Le projet de base, celui qui vient un petit peu habituellement, c'est la famille, mais c'est important de faire attention à ce projet-là, parce que souvent, c'est pas un vrai projet. C'est-à-dire que oui, on a des enfants, mais de toute façon, on bosse, on les fout à l'école, et la famille, de toute façon, ça consiste juste à avoir eu des enfants. Donc pourquoi pas que le projet soit une famille, mais à ce moment-là, il faut qu'on s'investisse sérieusement dans le projet, et qu'on décide vraiment de la manière unique qu'a Madame A et Monsieur B de faire une famille. Il faut vraiment que ce soit cette manière unique qui se mette en place, cette famille-là, pourquoi pas. Mais en tout cas, la relation qui dure, c'est une relation qui est fondée sur un vrai projet, indépendamment du fait de se sentir bien, d'être comblé par l'autre, de « ouh là là, je me sens aimé, je me sens plus seul, ou je me sens en sécurité, etc. etc. » Bon, bien sûr, après dans l'expérience réelle, là c'est mon discours, les choses ne sont pas noires ou blanches, c'est pas soit la relation de projet, la relation mature, créative, co-créative, soit la relation affective.
Dans la réalité, il y a toujours un petit peu des deux. C'est à vous de voir si vous mettez 90% d'affectif et 10% de créatif, ou si vous mettez 90% de créatif et 10% d'affectif, ou si vous mettez 50-50. Voilà, plus pratiquement, ça va être plutôt quelque chose de cet ordre qui va être mis en place, mais l'attention est à mettre sur la dimension affective. C'est la dimension affective qui va à la fois faire les émotions positives et le fait qu'on se sente bien dans la relation, et qui va aussi faire toutes les émotions négatives et le fait qu'on se sente mal dans la relation parce que finalement on n'est pas satisfait. Voilà. Si on n'est pas satisfait dans une relation, c'est qu'on a choisi quelqu'un où il n'y a pas de complémentarité, de complicité, où il n'y a pas de possibilité de construire ensemble. Ça arrive, on ne peut pas construire avec tout le monde. Mais la relation, j'invite à ce qu'elle soit une construction, pas un vécu de comment je me sens émotionnellement parlant. Voilà le propos que je voulais tenir sur ce sujet. Merci d'avoir écouté.